Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver sur les antennes de Radio Grand Lac pour une nouvelle édition de ce format 100% étudiant. Et aujourd'hui, ça va encore être sport. On parlera de cyclisme, de photos, de création d'entreprise et de politique. Et puis on aura une petite surprise pour vous qui arrivera au cours de l'émission. Et puis comme toujours, je suis accompagné de mon acolyte Pablo. Salut Pablo, tu vas bien ? Ça va et toi Julien ? Ouais, t'as bonne mine, t'as pris un petit peu le soleil ce week-end, non ? Ouais, j'en ai profité un petit peu, c'était la fin des cours, on va dire qu'on en a profité, mais retour au boulot avec la radio justement. Et bon, allez, plus sérieusement, du coup, qu'est-ce qui attend nos auditeurs là tout de suite ? Eh ben on va parler sport, du coup comme tu l'as dit Julien, on va accueillir justement notre premier invité, c'est Enzo Palini. Donc Enzo, est-ce que tu nous entends déjà ? Hop, alors. Non, visiblement ça prend pas. Ouais, petit souci technique, ça va peut-être... Ouais, allô Enzo, est-ce que tu nous entends ? Oui. Parfait, super, magnifique, ça fonctionne. Bon, du coup Enzo, tu es donc coureur cycliste chez la Groupama FDJ, donc en équipe continentale, tu as 19 ans, donc l'équipe continentale, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le niveau en dessous du World Tour, donc un très bon niveau on va dire. Donc Enzo, moi je vais justement commencer avec une première question. Justement, on sait que alors tu es du plateau du Vercors, je te connais un petit peu, t'as pas fait que du vélo, le vélo est venu un peu sur le tard justement au début. T'as commencé par le hockey sur glace. Pourquoi justement comment le vélo est venu à toi ? En fait, c'est un peu une longue histoire. Moi, j'ai passé mon enfance à Valloire, dans le col du Galibier. Donc c'est pas loin de Villard-de-Lans, à 2 heures. Et puis je voyais passer le Tour de France. Et j'ai toujours dit à mon père que je voulais faire le Tour de France. Donc, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. C'était un peu un sport qui semblait inaccessible. Il n'y avait pas de club aux alentours. Donc j'ai fait plein d'autres sports. Et puis j'ai fait pas mal de hockey. Donc j'étais à Villard-de-Lans pendant 2 ans, donc 5e, 4e, et j'ai eu un syndrome rotulien aux 2 genoux. Et au moment de la rentrée pour rentrer en 3e, je me suis posé la question de savoir si je reprenais ou si justement je déménageais chez ma mère qui habitait à Beauvais, dans le nord de la France, au-dessus de Paris, et commencer le vélo. Et donc c'est ce que j'ai fait, et puis ça a plutôt bien marché. Et du coup, est-ce que le cyclisme, finalement, c'était le seul moyen pour toi de continuer à pratiquer un sport au haut niveau, tout en préservant tes genoux ? Au début, oui. La première année, je pense, c'était un des sports que je pouvais pratiquer avec la natation. Mais la natation, j'en avais déjà fait, et puis le vélo, c'était un sport que j'avais envie d'essayer. Donc la première année, oui, mais maintenant, j'ai plus de problème là-dessus, donc je pourrais reprendre. Je peux faire n'importe quel sport à côté. Et pour la préparation, donc comment on se prépare justement dans le sport que tu fais ? On imagine que c'est vraiment beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de privation aussi. Comment tu vis un peu cette préparation et tout ce que tu mises sur le vélo ? Oui, exactement. Surtout maintenant là au niveau où je suis, faut vraiment faire attention à tout. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, la nutrition, le sommeil, faut vraiment penser à tout. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on pense est-ce que ça va être bien ou pas pour nos performances sur le vélo. Donc la saison, ça commence, on va dire les entraînements reprennent début décembre. Donc là, souvent, moi cet hiver, je suis allé 2 semaines au Portugal, à côté de Faro, pour m'entraîner au soleil. Parce qu'en France, il fait froid et c'est pas drôle sur le vélo. Sûr. Donc on fait du vélo. Après, au début, les 2 premières semaines, j'avais fait un peu de natation, de course à pied, un peu pour divertir, parce que faire du vélo toute l'année, c'est quand même assez dur. Donc après, au mois de janvier, pareil, on continue les stages. J'étais en Espagne. Février, les courses reprennent. Moi, j'ai pas repris. Si, j'ai repris début février avec l'équipe World Tour, justement, parce que moi, je suis dans l'équipe continentale, mais c'est l'équipe de développement de la Groupama FDJ. Et l'équipe World Tour, c'est l'équipe entre guillemets qui fait le Tour de France, toutes ces grandes courses. Donc, j'ai couru avec eux sur le Tour de Valence début février. Donc, j'étais pas censé reprendre là-bas, mais donc j'étais pas totalement prêt. Mais ça m'a bien mis en jambe pour la suite de la saison, parce qu'après la reprise, nous, avec l'équipe, reprenait début mars.
début mars en Belgique. Donc j'étais plutôt en forme après. Ok, super. Et puis la saison commence donc février, mars jusqu'à octobre, mi-octobre. Et ensuite on a une période de coupure de 1 mois à peu près avant de reprendre les entraînements. Ok, et puis pour rebondir sur ce que tu as dit sur les conditions météorologiques notamment, est-ce que des fois, quand il pleut ou quand il fait pas beau, est-ce que la motivation elle peut baisser dans la préparation ou dans tes entraînements? Est-ce que tu te dis, ouais, ce matin il fait pas beau, j'ai pas envie de me lever, je resterai bien chez moi, ou est-ce que la motivation elle est toujours au même niveau? Ah non, la motivation elle bouge beaucoup. Hein. Faut toujours essayer de trouver des petites choses qui nous motivent à l'entraînement, parce que c'est pas toujours facile de se dire allez aujourd'hui 4 heures de vélo, 5 heures de vélo, des exercices quand il fait pas beau. Quand il fait beau ça va, mais quand il fait pas beau des fois après on peut adapter la séance. Si c'est vraiment la tempête dehors, on peut faire du home trainer avec des exercices plus spécifiques, plus courts. Après en course la météo c'est aussi dur. Là par exemple la semaine dernière j'étais en course, il y a une course qui a été annulée pendant la course parce que il y avait de la neige. Donc ils ont décidé d'annuler. Et il y avait plein de coureurs qui étaient frigorifiés. Donc ouais, faut trouver entre guillemets un compromis, s'entraîner mais pas non plus se démotiver quoi. Et tu parlais de l'entraînement, donc de la reprise, mais est-ce que vous entraînez du coup maintenant tout le temps qu'en équipe, ou il y a beaucoup de travail personnel aussi de ton côté? Non, c'est quand même personnel. On s'entraîne souvent tout seul parce qu'on n'habite pas tous au même endroit. Enfin, nous aussi, parce que l'équipe de développement de la Continental Groupama FDJ, on est tous basés sur Besançon. Okay. Donc on est ensemble toute l'année et pour la cohésion, tout ça, c'est vraiment top. Après, pendant l'hiver, on a des stages personnels ou des stages d'équipe. Donc après, quand il y a l'équipe, tout le monde est là. Et puis les stages personnels, on peut s'organiser avec des coureurs d'autres équipes, aller rouler ensemble, c'est toujours mieux. Et avec tout ce que tu viens de nous dire, on comprend bien que le cyclisme c'est un sport ingrat qui demande beaucoup d'efforts et de mental. Comment tu le vis ça toi au quotidien? J'essaie de me motiver, trouver des petites choses qui continuent à me motiver. Après j'ai un objectif d'arriver au plus haut niveau possible, donc ça c'est une chose qui me motive et je reste focus là-dessus. Après c'est sûr que c'est pas tous les jours facile. Et tu parlais d'objectifs, donc qu'est-ce que ce serait, t'as parlé du haut niveau, est-ce qu'il y a des tours de référence que tu aimerais gagner, des épreuves, des classiques, je sais pas, toi, est-ce que tu as un objectif déjà fixé, ou c'est juste comme tu dis de plafonner au meilleur niveau possible? Mon objectif principal c'est d'être moi à atteindre le meilleur niveau que je puisse avoir. Après on verra, mais c'est sûr que le Tour de France, participer au Tour de France, c'est quand même quelque chose d'énorme. Après faut pas non plus s'en arrêter là. Une fois faut voir aussi en fonction de nos capacités, mais pourquoi pas faire une victoire d'étape sur le Tour de France. C'est des choses vraiment pas mal. Après j'aime bien les classiques, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, tout ça. Donc à voir par la suite. Moi, je suis encore assez jeune, donc je connais pas encore totalement mon profil. J'aime bien le contre-la-montre. Donc il y a les championnats du monde. C'est sûr que le championnat du monde, c'est quand tu gagnes, t'as un maillot différent pendant une année, et c'est vraiment bien. Et justement, là, tu parlais de maillot distinctif. Toi, c'est quoi ta spécialité? T'es plus un sprinter, un grimpeur ou un rouleur? Comme je l'ai dit, je suis encore un peu jeune. Et puis, je sais pas tout à fait encore. Après, je passe partout. Je suis bon partout sans être exceptionnel dans un domaine. Le contre-la-montre, c'est un domaine que j'apprécie vraiment et je me débrouille pas mal. Ouais. Et puis, tu as beaucoup parlé de ta jeunesse aussi. On sait que tu as seulement 19 ans. Comment ça se passe dans le peloton quand on a seulement 19 ans avec les aînés? Est-ce qu'ils nous donnent des conseils? Est-ce qu'on arrive à se faire respecter malgré son jeune âge? Comment ça se passe? Ouais, le respect aussi arrive avec les résultats. Après, nous, sur la plupart de nos courses, on court avec des
des gens de notre âge, qui ont encore en U23, ou alors qui ont encore sur des classes 2. C'est le plus petit niveau des courses professionnelles. Donc il y a aussi d'autres équipes continentales qui n'ont pas des équipes de développement. Donc t'as des gars de n'importe quel âge, au-dessus de junior, à partir de 18 ans jusqu'à 35, 40, comme en World Tour, quoi. Sauf que le niveau est moindre. Mais après, quand on court en équipe avec l'équipe World Tour, j'ai pu le faire plusieurs fois cette année, puis l'an dernier, t'arrives dans l'équipe, les gars, ils ont quasiment tous des enfants, donc c'est sûr qu'on est jeunes. Après, ils ont toujours été sympas avec nous. C'est sûr qu'on est des nouveaux, mais faut qu'on fasse notre place et ouais. Bah, tu parlais du World Tour dans justement ta réponse précédente, et comme tu as dit que tu avais déjà fait quelques courses avec les pros, qu'est-ce que ça change le monde professionnel du monde où tu es en continental ou en classe 2 comme tu disais? Bah déjà quand on court avec eux, ça nous montre le niveau qu'il y a et le travail qu'il nous reste à faire pour atteindre ce niveau. Après, on est encore jeune, donc on va encore beaucoup évoluer, mais ouais, le différence c'est ça court un peu différemment. Puis le niveau est 10 fois plus élevé. Et puis avec tout ce que tu dis, donc tout l'investissement que c'est justement d'être au tel niveau en cyclisme, comment est-ce que tu fais pour allier tes études avec le sport? Parce qu'on sait aussi que tu es étudiant à l'INSEC de Chambéry en sport-études. Comment est-ce que tu fais pour associer les deux? Bah moi, du coup, je suis à l'INSEC, mais en e-learning. Donc, je travaille de chez moi, de où je veux. Juste pour les examens, on vient parfois sur l'école, donc à Chambéry. Après, je sais que là, depuis l'année dernière, ça m'avait fait un peu la même chose. Depuis que les cours sont repris, c'est un peu plus compliqué que le reste du temps. Parce que quand je pars en course, je prends pas forcément mes cours avec moi, j'ai pas forcément l'envie, je préfère rester concentré dans mes courses. Donc après, quand faut reprendre une semaine après, tu reprends limite de zéro. Donc ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même un projet qui me tient à cœur, les cours, parce que le vélo c'est bien, mais ça dure pas toute une vie. Ouais, c'est clair, c'est beaucoup d'investissement. Enzo, ce que je te propose, c'est que tu restes un petit peu avec nous. On va accueillir Mathéo sur le plateau, qui est notre chroniqueur sport, qui va nous faire un petit tour d'horizon de tout ce qui s'est passé dans la région. Salut Mathéo, ça va? Comment ça va et toi, Julien? Bah ça va bien. Alors bien sûr, on va continuer avec le cyclisme. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé sur la planète vélo? Oui, tout à fait. Donc dimanche, début du Tour de Turquie, donc avec déjà des abandons à cause d'une grosse chute dans le peloton. Cette chute qui a fait plusieurs victimes, notamment le Français Nasser Boigny qui a été contraint à l'abandon. Et c'est l'Australien Caden Grove qui est en tête du classement général. On note aussi également le bon résultat de Benoît Cosnefroy, le coureur de la formation savoyarde AG2R Citroën, malheureusement trop juste face au Polonais Michał Kwiatkowski, qui remporte l'Amstel Gold Race. Grande déception, j'imagine, du coup, pour le Français. Qu'en penses-tu, toi, Enzo? Ouais, j'ai regardé la course. C'est vrai qu'il est pas passé loin, ça s'est joué à rien. Je pense que si il lançait son vélo, il aurait pu gagner. Ça c'est une course de cycliste, c'est long. Là, il y avait 250 km et on voit qu'à la fin, des fois, ça peut jouer à rien. Donc ouais, c'est toujours décevant. Après, pour lui, ça reste quand même un très très bon résultat, même s'il passe pas loin de la victoire. Je pense qu'il est quand même satisfait. Super, merci beaucoup pour ta réponse et pour ta sincérité. Puis du coup, un autre rendez-vous important, ce dimanche, les pavés de Paris-Roubaix, un duel de haute voltige entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Je pense que toi, Enzo, tu vas être devant ta télé du coup. Ouais, dimanche. En plus, moi, je cours samedi sur Liège-Bastogne-Liège Espoir. Donc dimanche, je n'ai pas de course. Ouais, je vais regarder ça. Après, Roubaix, c'est une course mythique, c'est un grand monument. Il y a beaucoup de spectateurs, donc ouais, j'attends ça avec impatience et ça va être un beau spectacle. Toi, les pavés, c'est quelque chose qui te branche, Enzo, pour plus tard? Ouais, j'aime bien les pavés. Là, on a fait quelques courses là en Belgique sur les pavés. J'aime bien ça, donc ouais, à voir par la suite. Et puis Mathéo, je crois que tu as autre chose à nous dire. On va changer de registre. Toi, on le sait, le rugbyman de l'équipe, maintenant on ne te présente plus. Qu'est-ce qui s'est passé sur la planète rugby? Du coup, on va commencer par le 15 de France féminin.
Du coup, les femmes enchaînent les bonnes performances depuis le début de la compétition. 3 matchs, 3 succès, dont 2 bonifiés. Donc vont-elles avoir le même parcours que les garçons? C'est les questions qu'on se pose au milieu de la planète rugby. Il leur reste 2 matchs. A commencer ce week-end, le 22 avril, par le déplacement au Pays de Galles, puis la réception des Anglaises tenantes du titre depuis 2 ans. Et puis ensuite, au niveau du soc rugby, après une courte défaite du coup au match aller contre les Massicois, donc les leaders de la poule, les Chambériens se déplacent ce week-end en terre parisienne pour s'assurer une place dans les 6 premiers pour les barrages. Et puis pour finir, je crois, petit tour d'horizon de tout le reste de l'actualité sportive de la région. Concernant le football, donc Chambéry, après une défaite en terre lyonnaise ce week-end, compte bien se rattraper et pour retrouver du coup le top 6 et garder leur place au 6e rang, et reçoivent du coup le 23 avril Aurillac au stade Magère à Chambéry. Concernant le handball, donc après avoir battu Nancy, Chambéry a gagné d'un petit but et du coup est en quart de finale de Coupe de France. Et ils affronteront donc Chartres le 20 avril. Puis je pense qu'ils auront à cœur de se racheter le 23 avril devant leur public face à Toulouse après la courte défaite à domicile contre Nîmes au début du mois. Concernant le basketball, donc Aix-Maurienne actuellement au 10e rang du classement général. Les Aixois reçoivent Saint-Vallier pour un match exceptionnel délocalisé au phare de Chambéry le jeudi 14 avril à 20h. Donc on vous attend nombreux et nombreuses pour les encourager. Et pour finir, sur le hockey, les Brûleurs de Loup en finale face à Angers, qui mènent du coup 3-1. Pour désigner le vainqueur, il faut 4 victoires, on le sait, en Ligue Magnus. Les Grenoblois jouent demain soir à 20h30 à domicile dans leur patinoire à Pôle Sud pour peut-être soulever un 8e titre en Ligue Magnus. Et Mathéo, merci beaucoup, c'était encore très complet. Merci de t'être déplacé et puis on va pouvoir te libérer. Merci à vous. Et puis alors là, Pablo, je crois que c'est le clou du spectacle aujourd'hui. C'est la grosse surprise qui attend nos auditeurs. C'est l'arrivée d'un nouveau chroniqueur. La famille s'agrandit. Adrien, nouveau chroniqueur. Alors Adrien, c'est un peu notre Polo la science. Ça va être un petit peu le monsieur croche-patte, le spécialiste de la question. Il va tout faire pour vous piéger. Et Enzo, tu vas être sa première victime. Donc salut Adrien, ça va? Ça va super Julien, et toi? Ça va impeccable. Donc je crois que tu as des questions à poser à Enzo et que tu vas aller un peu le titiller sur sa culture vélo. Donc je te laisse la parole. Le plateau est à toi, Adrien. C'est exactement ça. Alors merci Enzo d'être parmi nous. Donc je reviens vers toi avec ce quiz de culture sportive. Donc comme j'ai pu le voir, tu as l'air très calé en vélo, mais je vais essayer de te sortir ta zone de confort. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je crois qu'Enzo, on t'entendait plus Enzo. Est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, toujours. Ouais, t'as bien entendu la question d'Adrien, c'est tout bon? Non, j'ai pas entendu la première question. Eh vas-y Adrien, je te laisse reprendre la parole. Donc comme je le disais, je vais essayer de titiller ta culture sportive, et j'ai vu que tu étais très calé en vélo. Donc voilà, je voulais simplement savoir si tu étais prêt pour commencer ce quiz. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va y aller tout tranquillement, crescendo. Quelle est l'équipe de Julien Alain Philippe? La Deceuninck Quick-Step. Non, c'est même plus Deceuninck Quick-Step, c'est Quick-Step Alpha Vinyl. Exactement, voilà, bien rattrapé, c'est exactement ça. Voilà, vous voyez, c'est nickel, on voit le connaisseur. Deuxième question, toujours sur le vélo, combien de classiques a remporté Mathieu Van Der Poel? Oula. Je vais compter, il a gagné 1, 2, 3. On se rapproche. 4, ouais, je pense. Eh bien, tu étais proche, malheureusement. On est à 6 victoires en classique, dont 2 fois le Tour des Flandres. Ça, je suis sûr que tu le savais. Ouais, c'était les 2. Amstel et la dernière. Enfin, les autres sont. Je les ai plus en tête, je t'avoue. Mais là, sur le coup, côté culture vélo, je pense que tu me dépasses. Justement, on va partir sur le prochain thème dans lequel je suis un petit peu plus spécialiste. On va parler foot. Et équipe de France, tu le sais, la France, les groupes de barrage, les groupes de phase de poule de Coupe du Monde 2022 ont été tirés récemment. Est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les 3 équipes qui sont encore barragistes pour le groupe de notre sélection? Alors le foot, je suis pas trop. Là, il t'a vraiment piégé. Là c'est pas facile. Là, je change de domaine. Là, j'ai aucune idée. T'es plus calé hockey, Enzo, pour le coup. Alors, donc, il y a 3, et on a déjà deux pays qui se sont qualifiés dans notre groupe, c'est la Tunisie et le Danemark. Et on a 3 équipes qui se battent encore pour la 4e place.
Est-ce que c'est vraiment, tu sais vraiment? Non, aucune idée. Aucune idée. Alors, donc les 3 équipes qui sont encore en lice pour la 4e place, c'est les Émirats Arabes Unis, le Pérou et l'Australie. Ok. Donc voilà. Maintenant, question un peu plus historique, toujours sur le football. À ton avis, quel est le meilleur buteur de l'histoire de la France en Coupe du Monde? Le meilleur buteur de la France en Coupe du Monde? C'est ça. Oh là. Et la réponse est pas évidente, effectivement. C'est Juste Fontaine. Juste Fontaine qui a participé à une seule Coupe du Monde en 1958. Et en 6 matchs, Juste Fontaine, c'est 13 buts. Et oui, 13 buts. Il est 4e du classement des meilleurs buteurs d'histoire de la Coupe du Monde, devancé par Miroslav Klose, l'Allemand, à 16 réalisations, Ronaldo, le Brésilien, 15 réalisations, et Gerd Müller, le Der Bomber, à 14 réalisations. Enfin, je te remercie beaucoup, Enzo, pour ce quiz. Merci pour tes réponses, et puis je te souhaite une bonne journée. Je te remercie. Moi aussi, je vais remercier Enzo. En tout cas, merci Enzo d'avoir été avec nous, d'avoir donné un peu de ton temps. On imagine que ton emploi du temps est bien chargé. Donc, merci d'avoir été avec nous ce matin. On te souhaite bon courage pour le Liège-Bastogne-Liège Espoir, justement, comme tu nous as dit samedi. On suivra ça de près. Au plaisir de t'accueillir à nouveau avec nous. Je vous remercie, c'était bien sympa. Avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup Enzo. Bonne journée. Merci à toi. Enzo. Ouais. Bonne journée, au revoir. Et on va remercier aussi Adrien également. T'as fait des ravages, Adrien. Pour le coup, chapeau pour la première, une première bien réussie, on va dire. Et justement, avant de se retrouver, on va faire une petite pause musicale. Donc, on va passer Hurricane tout de suite de Offenbach, tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vous êtes en direct sur Radio Grand Lac sur le canal 92.1 et on se retrouve tout de suite avec un nouvel invité qui est Yann Spielmann. Alors Yann, c'est un sportif de haut niveau qui pratique l'athlétisme à l'Athletic Sport Aixois, mais c'est aussi un grand passionné de photographie et il étudie à l'INSEC. Salut Yann, tu vas bien? Bonjour, comment ça va? C'est un honneur du coup de me retrouver à Radio Grand Lac avec vous. Ça me fait vraiment plaisir. Yann, c'est vraiment, pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment un showman, mais là on va se passer photographie. Toi, depuis combien de temps est-ce que ça fait? Très tranquille. Voilà. Depuis combien de temps tu pratiques la photo? Alors moi, faut savoir que ça fait depuis 4 ans que j'en fais. Et faut savoir que j'ai débuté, donc la première fois que vraiment j'ai kiffé faire de la photo, c'était lors de mon voyage en Namibie. Donc j'avais un petit appareil photo, un petit Coolpix, pas très pratique, pas très efficace, mais je m'en suis quand même sorti. J'avais une paire de jumelles. Donc j'ai pu prendre énormément d'animaux, j'ai pris en photo, c'était génial, j'ai pris un plaisir de dingue et depuis j'ai pas arrêté de faire de la photo, donc que ce soit de paysages, d'animaux, du coup animalières et là je suis plutôt spécialisé en portrait. Ok, et comment c'était venu cette idée? T'as parlé d'un voyage, est-ce qu'il y avait déjà une idée derrière ta tête de faire de la photo? Non, du tout. Alors, faut savoir que j'aime bien toucher à tout, découvrir un peu d'autres passions à droite à gauche. Vraiment, je suis quelqu'un qui me perd très souvent. Mais là, c'était quelque chose qui me parlait vraiment, qui me permettait de développer un art en particulier. Et finalement, c'est surtout grâce à ma mère qui, elle aussi, fait de la photo, qui a pu me transmettre un peu cette passion-là. Parce qu'elle a un appareil photo de très bonne qualité. Et j'ai pu, du coup, me former, on va dire, à l'art photographique avec ses appareils photo et, du coup, son expérience à elle. Alors là, t'as dit que tu aimais bien prendre des portraits, que t'avais photographié des animaux, mais toi, c'est quoi réellement ton univers? Transporte-nous un petit peu avec toi, emmène-nous avec toi. Alors, du coup, mon univers, c'est clairement le portrait. Donc, c'est vraiment ce que j'adore shooter, ce que je kiffe shooter, c'est vraiment ce qui me prend par les tripes. Et c'est quelque chose, faut savoir que pour moi, la photo, c'est pas seulement de la photo, ça va aussi s'ajouter avec de la musique. Donc photo et musique, c'est comme une partition, ça forme un ensemble qui est vraiment très très agréable et ça me permet d'avoir un univers, ça permet de retranscrire une émotion et c'est quelque chose qu'on peut découvrir sur mon Insta du coup. À chaque photo, il y a une musique qui va être adaptée pour du coup emporter la personne qui va regarder la photo. Et justement, tu parles de tes réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les photos que tu prends et j'imagine que tu les retouches un petit peu après. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Bien sûr, totalement. Alors, faut savoir que mes photos, on va les retrouver sur mon Instagram, donc qui s'appelle Yann with Love.
Voilà, comme ça on peut, ça situe un peu le contexte. Et ensuite sur mon Instagram, j'ai en lien, il y a mon portfolio. Donc là on peut découvrir l'ensemble de mes photos. Et c'est vrai que bon, ça fait depuis quelques jours que je l'ai pas mis à jour. Il va falloir que je le remette à jour, bien sûr, logique. Et sinon, j'aime bien aussi faire des photos du coup pour les associations du coup de l'INSEC. Quand on me demande, je réponds présent. Et je fais souvent des liens Drive dans lesquels on retrouve l'ensemble de mon contenu photographique. Et tout à l'heure, moi, je vais revenir sur ce que tu disais avant. Tu disais que c'était la photo, c'est une passion. Mais est-ce que c'est aussi un moyen pour toi de t'évader un petit peu après les cours, d'aller photographier, ou même après, comme on disait, tu fais du sport aussi après une compétition, un peu un moyen de se relaxer? Totalement. Faut savoir que la photo, ça me permet aussi d'aller à droite, à gauche, de voyager. Oui, quand même, de voyager, mine de rien. Ça me force à sortir, comme dit, à me changer les idées, à penser à d'autres choses, à réfléchir différemment, à voir le monde sous un autre angle aussi. Et ça, c'est ce qui est vraiment génial avec la photographie. Quand on a passé une journée pas tip-top, quand on est là et qu'on se plonge dans son univers photographique, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Et ça, c'est génial. Comment tu procèdes toi pour aller prendre tes photos? Est-ce que tu fonctionnes beaucoup à l'instinct? Tu pars avec ton appareil photo, tu n'as pas vraiment d'idée précise, ou est-ce que tu étudies à l'avance? Tu dis aujourd'hui je vais aller à tel endroit, je vais photographier tel paysage ou telle personne. Alors faut savoir qu'au début je m'étais toujours dit, et je regardais souvent des tutos sur YouTube en me disant ouais Yann, faut que tu sois vraiment carré dans ce que tu veux faire, faut que tu réfléchisses à l'avance à ce que tu veux faire, à quel type de photo tu veux faire ou quoi que ce soit. Le jour J, quand je devais prendre les photos, j'avais rien fait, j'avais rien préparé. Et finalement, c'est comme ça que je m'en sors le mieux, en freestyle. Et pour moi, c'est c'est la spontanéité qui compte en photographie. C'est vraiment ce qui va être de spontané. On n'a pas spécialement besoin de préparer l'ensemble de la scène. Faut que ce soit du naturel, faut que ce soit fluide, efficace, et faut pas que ce soit... pour moi, c'est comme ça que je le vois. Faut pas que ce soit trop millimétré, trop calculé. Et tu fais du coup de l'athlétisme, il me semble, du côté d'Aix. Oui, excellent. Et t'as pas parlé justement de photographier le sport. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas vraiment, vu que t'en fais déjà assez souvent, on va dire? Alors la photographie de sport, ça c'est une très bonne question. Du coup, j'ai pu photographier des collègues qui sont à Aix-les-Bains, donc du côté du basket. Donc quelque chose que je prends vraiment du plaisir à photographier, je trouve ça beau. En plus, le basket, c'est un sport que j'aime beaucoup. Mais sinon, du côté de l'athlétisme, non. Honnêtement, comme j'ai beaucoup de compètes et que forcément, je me retrouve à faire plusieurs disciplines sur ces compètes, ça me prend énormément de temps. Je dois rester focus sur ma compète et pas partir à droite, à gauche. Mais par contre, il faut savoir que quand j'étais blessé l'année dernière, j'allais quand même aux compétitions, je prenais mon appareil photo, je shootais des petites vidéos à droite à gauche, ça faisait plaisir aux gens, ils étaient super contents d'avoir des petites vidéos warm-up, donc d'échauffement d'eux. Et du coup j'ai pu me faire des petits contacts à droite à gauche dans le milieu de l'athlé au niveau de la vidéo. Ouais, et puis c'est aussi un moyen pour toi de faire plaisir aux gens, comme tu disais, de faire plaisir aux gens. Ouais, voilà. Donc pour le moment, c'est pas quelque chose, c'est pas un métier, c'est pas quelque chose que je fais payer. Non, c'est vraiment du pur plaisir. Parce que pour moi, quand il y a pas de plaisir, il y a pas la bonne photo. Ou quand on te force à faire quelque chose qui ne vient pas de toi, qui n'est pas en toi intrinsèquement, ça n'a pas de sens, ça n'a pas vraiment de valeur. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur l'aspect émotion, comment on fait pour transmettre une émotion en photo, et qu'est-ce que toi tu veux transmettre dans tes photos? Alors tout d'abord, l'émotion que je souhaite transmettre, c'est l'émotion de la personne. Au moment J, au moment T, l'humeur de la personne, c'est quelque chose que je souhaite faire ressentir à travers les clichés. Et par exemple, si je me retrouve avec une personne qui est très très souriante, qui sourit toujours, qui est très extravertie, je vais faire des photos en lien avec sa personnalité. Et ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment primordial, parce que si on n'a pas une photo qui correspond à la personne, ça ne fonctionnera pas du tout.
Et puis, petite dernière question d'actualité. Mhm. Donc en ce moment, on voit beaucoup de photos de guerre avec tout le contexte actuel. Bien sûr. Est-ce que toi, photos c'est de reportage. C'est Bien ça. sûr. Est-ce que toi, c'est un domaine qui t'attire ou pas du tout? Tu vois, tu veux rester plus dans le portrait de la personne, des choses un peu plus joyeuses? Alors, c'est quelque chose à laquelle j'y avais pensé, effectivement. Et honnêtement, c'est quelque chose qui me plairait bien. Je me reverrais bien avec mon petit Laika, donc sur des théâtres de guerre, de contexte plutôt difficile. Et c'est quelque chose qui va être, par contre, assez compliqué. Donc, va falloir trouver toute une équipe, va falloir avoir des accréditations. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident. Et mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser par le futur. Et du coup, Yann, justement, reste avec nous pour le moment. On va juste avoir un autre photographe qui s'est installé à côté de toi. Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. Ça fait plaisir. C'est notre photographe, Ça me c'est fait Alexis. plaisir. Alexis Provence. Donc, salut Alexis. Déjà, pas trop stressé, ça va? Si, un petit peu, mais ça va aller. Ça va bien se passer, Alexis. T'as Yann à côté de toi, ça devrait aller pour le coup, justement. Bah, nous, on va te poser 2-3 questions assez rapides. On va pas t'embêter longtemps, rassure-toi. Qu'est-ce que tu cherches, justement, toi, dans la photo? Yann parlait justement un peu de l'émotion des personnes. Toi, justement, la photo, c'est. Qu'est-ce que tu cherches en faisant de la photo? Moi, ce que je recherche, c'est plutôt, déjà, c'est dans le sport. Ok. Plus dans les sports de montagne. Et c'est plus. Moi, c'est pas chercher les émotions des personnes, mais c'est plus photographier un instant qui est un peu plus exceptionnel, genre. Par exemple, ça m'est déjà arrivé là, il y a peut-être 2 semaines. J'étais en montagne et devant le Mont Blanc, il y a un parapente qui est passé. Et je l'ai photographié pile sur le sommet du Mont Blanc. Et c'est ce qui rend un peu la photo un peu plus incroyable, quoi. Toi, t'es spécialisé un peu plus sur tout ce qui est extérieur. Qu'est-ce qui change là quand tu te retrouves dans un plateau, dans un environnement fermé? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce que tu vas vouloir mettre en avant dans tes photos? C'est plus, déjà, c'est plus renfermé, du coup, il y a moins de lumière. Ce sera des photos un peu plus sombres, suivant les appareils surtout. Mais ce que je recherche, du coup, plus là, en intérieur, ce serait que les gens vivent un peu en regardant les photos, ils s'imaginent un peu comment ça se passe à la radio, en fait. Et bah Alexis, merci. On va te libérer. On sait que t'as pas mal de boulot. Merci d'avoir fait merci à vous. le petit crochet par le micro. Et Et puis- oublie pas, mon meilleur profil, c'est le gauche. Et justement, voilà, bien rappeler que c'est Alexis qui fait toutes nos photos justement sur les comptes, les réseaux sociaux qu'on peut avoir, sur qui sont repartagés aussi sur les réseaux de l'INSEC, c'est important. Donc voilà, on le remercie encore d'être avec nous chaque émission. Ouais, c'est ça. On est toute une équipe. Donc on a notre photographe Alexis, on a aussi notre community manager Inès, et puis on a nos chroniqueurs bien sûr, et puis on a notre grand chef Bernard aussi qui est là et qui nous assiste. Donc c'est une grande famille, l'émission radio de l'INSEC. Et là, Pablo, je crois qu'on va avoir une autre chronique. Bah c'est ça, il me semble que c'est Morgane qui est là comme chaque mois. Déjà Morgane, tu vas nous justement, on va attendre. Je me suis. Ah oui, pardon, excuse-moi Morgane déjà. Oui, c'est ça. Donc ta chronique, il me semble que tu vas nous parler un petit peu de musique pour commencer. Bah carrément, donc tout d'abord vous avez remarqué le soleil, la pluie, puis la neige, puis le soleil. Heureusement, mon agenda culturel sera bien plus stable que ce mois d'avril. Tout d'abord, la légende du rap français est à Grenoble le samedi 16 avril. Et oui, Orelsan sera présent pour vous interpréter son dernier album Civilisation dans un concert hors du commun. Avec une scénographie dingue, avec beaucoup de rappeurs et même américains doivent le jalouser. Aurel et son équipe ont placé la barre encore plus haute avec la tournée événement pour satisfaire leur public. Alors si vous aimez les claques visuelles, le rap engagé et l'interaction, n'hésitez plus, c'est le concert à ne pas louper. Ah ça tu l'as dit, pour le coup à Grenoble il risque d'y avoir du monde pour Orelsan, mais on va continuer en musique mais un tout autre registre cette fois-ci. En effet, dans un tout autre registre, Weshden sera en concert le vendredi 22 avril à Annecy. Si vous ne la connaissez pas, c'est peut-être parce que vous avez passé la quarantaine, mais je ne laisse personne sur le bord de la route, donc je vais vous faire un petit rappel musical. Elle accède à la notoriété en 2020 avec son titre Anissa, massivement partagé sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, grâce à sa faute de syntaxe « Tu hors de ma vue », qui lui permettra par la suite d'être certifiée disque de platine. La star fait son grand comeback pour un show à la Beyoncé, les cheveux au vent, les jeux de lumière incroyables et les tenues à l'américaine. Donc rendez-vous le vendredi 22 avril à Annecy et le samedi 23 avril à Grenoble pour un véritable show. Et si on veut partir du côté de l'humour, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer prochainement ? Bah carrément, il y a Jérôme Commandeur qui fait son grand retour avec son spectacle Tout en douceur le vendredi 6 mai à Annecy.
Sur l'affiche, il est tranquillement émitouflé dans un peignoir tout doux avec un air inoffensif. Mais détrompez-vous, derrière cette image très soft se cache un one-man show plein d'autodérision et d'humour noir, avec notamment des personnages hauts en couleur et souvent joyeusement pathétiques. Donc rendez-vous le vendredi 6 mai à Annecy pour un spectacle de grande qualité. Super, et ben merci beaucoup Morgane, c'était parfait comme à ton habitude. Merci beaucoup, on a de quoi s'occuper je pense Julien. Ouais, là on a de quoi faire ce week-end. Si on savait pas quoi faire, on va pouvoir trouver une petite occupation. Oh, sans doute. Yann, Très merci. belle chronique franchement. C'était maqué. Ça t'a fait plaisir d'entendre tout ça? Ouais, bien sûr, totalement. C'était très bien orchestré. Non, franchement, j'aime beaucoup. Ouais. Tu seras du côté d'Annecy pour aller voir Weshden, toi, ou pas du tout? Plutôt Orelsan, honnêtement. Ouais. Pour prendre quelques petites photos. Ouais. Si j'ai l'occasion. Merci beaucoup, Yann, d'être passé merci nous à voir ce vous, matin. écoutez, ça m'a fait plaisir. Et c'est l'honneur de vous retrouver, j'espère. Eh ben, avec grand plaisir. Forcément aussi, on rappelle qu'on peut retrouver tes photos sur ton Instagram, ton portfolio qui est en lien dessus. Donc n'hésitez pas. Sur mon Instagram, Yann with Love. Magnifique. Et parce que merci j'ai beaucoup. beaucoup d'amour à donner. Merci à vous. Merci Au beaucoup, revoir, Yann. bonne journée. Salut Yann. Et puis on va faire tout de suite une courte pause musicale et on va écouter Dopamine de Purple Disco Machine. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vous êtes de retour sur Radio Grand Lac, le 92.fm dans l'émission 100% étudiante en collaboration avec l'INSEC. Et là, on a le grand plaisir, une nouveauté dans notre émission. Aujourd'hui, c'est le jour des nouveautés. On accueille et on est vraiment content de les accueillir. C'est Adam et Nicolas, du coup, qui sont Nicolas, qui est étudiant à l'INSEC, qui sont justement deux jeunes entrepreneurs et qui ont monté leur entreprise de location de voitures de luxe, il me semble, et une agence de marketing spécialisée dans la restauration. C'est bien ça, je me trompe pas? C'est ça, exactement. Et on va commencer tout de suite avec une première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec plaisir. Et vous avez monté tous les deux ces entreprises, surtout on va parler plus de la location de voitures de luxe. Comment ça fonctionne? Comment on gère une entreprise de cette taille-là, on va dire? Tu veux commencer? Vas-y. Écoutez, déjà, tout d'abord, on va dire qu'au début, on n'y connaissait pas grand-chose. On s'est vraiment... On va partir du début, je pense, pour contextualiser un petit peu la rencontre et comprendre un peu comment on en est arrivé là. Donc, en fait, si vous voulez, il y a de ça 3-4 ans, en fait, on avait nos business en ligne chacun de notre côté, en fait. Donc, on avait des marques sur Internet et puis on vendait nos produits. Et on s'est rencontrés, on se connaissait pas du tout. On s'est rencontrés à Lyon dans une conférence qui parlait justement d'entrepreneuriat et de business en ligne, donc à 16-17 ans. Donc en fait, on a été amenés à se parler parce qu'on était les deux plus jeunes de la salle. Et puis ça a matché directement et on a vu qu'on habitait à côté. Et tout de suite après, on s'est associés, entre guillemets. On s'aidait notamment sur nos boutiques perso pour les faire grimper. Puis après est venue l'idée de monter l'agence. Compliqué au début. Forcément, c'est ça. Parce que on savait pas du tout comment s'y prendre. Et puis il n'y a pas de cours, il n'y a pas de formation pour apprendre ça. Mais on s'est rapproché d'entreprises déjà existantes pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, comment ils se fournissaient, comment ils vendaient leurs services. Et puis petit à petit, on a mis en place ça et on a monté du coup MS Riviera, donc au Vivier du Lac. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais t'as bien résumé. Voilà, c'est parti d'une belle rencontre, on va dire. On est tous les deux aussi passionnés d'automobile. Donc c'est parti de là. Et puis voilà. Puis ça a continué de se développer. On espère. Et comment vous avez fait au départ? Parce que j'imagine que ça nécessite un gros investissement au niveau financier. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver les fonds? Vous avez trouvé des sponsors? Comment vous avez fait au départ? En fait... Pour t'expliquer, du coup, comme je te disais avant, on avait nos petits business chacun de notre côté. Et on savait, en fait, qu'on voulait monter quelque chose de concret, tu vois, un business physique. Et on n'a jamais touché à l'argent qu'on a gagné, en fait. À 16 ans, 17 ans, ça nous intéressait pas du tout. On allait faire n'importe quoi avec. Et du coup, ce qui fait qu'on a eu, en fait, les fonds directement pour monter l'agence. Et ce qui nous a permis, du coup, de pas réaliser d'emprunt et de pas avoir de financement externe, et c'était du coup beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour nous. En fait, on a toujours eu en fait une vision long terme, si vous voulez, et tout l'argent là qu'on a pu générer, on savait qu'on voulait monter quelque chose, un business physique, et du coup on l'a investi là-dedans. C'est ça.
Et comment elle vous est venue aussi cette idée donc vous êtes regroupés, chacun vous avez déjà vos business. Comment ça vous est venu jeune, hein, vous avez dit 16-17 ans. Comment ça vient comme ça à vous cette idée de monter un business en physique? La vraie histoire ou la fausse? Nous on dit que la vérité. Alors la vérité c'est que on avait mis en pause nos boutiques et on travaillait du coup dans une entreprise tous les deux. On était magasiniers en fait. Où on avait complètement stoppé nos boutiques et on emballait. À Paris en plus. À Paris, parti. Ouais. On était partis. On emballait des cartons en fait dans une entreprise qui faisait c'était quoi, du produit chimique? Ouais, c'est ça. Et en fait on emballait des cartons. Et on était en face si tu veux sur la chaîne et ouais, en vrai, pour être honnête, je le regarde, je fais putain, on se fait chier. Et qu'est-ce qui te plaît, tu vois? Il me fait, et en fait, toute la journée, on était sur Instagram, on regardait des gros comptes GMK, des grosses voitures toute la journée. Et on fait, mais pourquoi on se ferait pas ça? Et pourquoi on lance pas un business là-dedans? Et du coup, après. C'est parti de là. Il y a eu quoi? Un mois et demi maintenant entre... un mois et demi. On a restructuré complètement l'agence, on a fait tous les travaux. Et un mois et demi plus tard, on avait l'agence de prêt, la société montée, le véhicule garé sur le parking. Ouais, c'est ça, exactement. On a commencé avec une voiture, du coup, et puis au final, ça s'est bien développé. Ça se développe assez rapidement. Et du coup, quel type de voiture vous proposez et à quel client? Du coup, pour les voitures, nous, notre politique, alors on a commencé avec de la gamme sportive, donc de la gamme, on va dire, entre 200 et 400 chevaux. Et on veut vraiment cibler tout type de clientèle, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des jeunes, hommes ou femmes, peu importe l'âge. Et du coup, notre politique actuelle, c'est vraiment de la Clio à la Lambo. Voilà, c'est de la citadine à la sportive, aux grosses voitures de prestige, à l'hypercar. Voilà. Ok, ouais, donc vous avez une gamme vraiment élargie. Est-ce que vous avez des événements ciblés? Est-ce que c'est plus pour des mariages que les gens viennent chez vous, ou vraiment c'est pour la vie courante, ça marche tout le temps? On a surtout l'été, on a beaucoup de mariages, donc on nous prend plusieurs voitures pour pouvoir faire de beaux cortèges. Mais sinon, ça reste de la location court terme et plaisir. Voilà, les gens peuvent même louer le véhicule à l'heure s'ils veulent, pour pouvoir s'amuser, tout simplement. Ok, est-ce que vous proposez aussi des formules, par exemple, je sais pas, une voiture louée, un tour de circuit offert ou des choses comme ça, ou une voiture louée, je sais pas, n'importe quelle formule en fait en complément? Alors, pas pour le moment. Bah déjà, tout d'abord, parce que le circuit avec les voitures, c'est pas compatible. Hein. Ouais. Sinon, les frais, ça va être compliqué. Mais on avait mis en place cet été un système de fidélité où on faisait du test drive avec un certain nombre d'heures cumulées. On avait une réduction sur la prochaine location. Et puis ça fonctionnait plutôt pas mal parce qu'au final, les gens étaient super contents d'avoir un petit bonus. Donc, c'était assez sympa. Ouais. Ouais, puis vous parliez de développement, mais justement, c'est quoi les objectifs maintenant de la boîte? Qu'est-ce que vous voulez aller vers quoi? Eh ben, on va pas tout vous révéler. Ça va prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, ce serait forcément d'avoir une flotte plus conséquente avec des véhicules loués au long terme, par exemple, comme disait Adam, pour les entreprises. Donc sur tout ce qui est citadine, premièrement, et puis ensuite, pourquoi pas s'étendre vers un garage qui propose du covering, de la préparation moteur, des choses. Du detailing, nettoyage. Un petit peu plus conséquentes. Donc ouais, et vous justement aujourd'hui vous en êtes à combien de voitures et enfin voilà, est-ce qu'il y a un objectif précis? Est-ce que vous avez des nombres en tête ou pas forcément dans l'idée? Ouais, et ben aujourd'hui on a 17 véhicules. Ok. Donc faut savoir que c'est très variable en fait parce qu'on fait les voitures roulent beaucoup, donc tous les 6 mois à peu près on renouvelle notre flotte et puis également pour que nos clients soient satisfaits d'avoir des petites nouveautés, de toujours être dans une voiture entretenue, propre, et puis à faible kilométrage, hein, parce que quand on vient, qu'on dépense une certaine somme d'argent pour se faire plaisir, faut vraiment que la qualité soit au rendez-vous aussi, parce que c'est ce qui fait aussi peut-être la différence avec nos concurrents, on va dire, sur la région, quoi. Ouais, et puis moi j'aimerais rebondir sur la notion de la jeunesse et de développement. J'ai vu que vous preniez des jeunes en stage aussi. Est-ce que c'est important pour vous, déjà dans votre développement, d'avoir de l'aide et aussi de faire confiance aux jeunes et de pouvoir leur permettre d'avoir une première approche de l'entrepreneuriat également? En fait, pour être honnête, on en a déjà discuté avec Nicolas et quand on s'est lancé, on aurait beaucoup aimé qu'on nous offre cette possibilité de pouvoir mettre un pied dans l'entrepreneuriat et d'avoir des personnes jeunes qui nous expliquent un peu comment ça fonctionne. Et du coup, nous, on a cette optique et cette mentalité
que ce soit stagiaires ou pas, ou même simplement des visiteurs pour poser des questions. C'est avec grand plaisir, on se retrouve, on discute autour d'un café. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, c'est ça. Puis également, là, vous avez Théo qui est dans le studio avec nous, qui est actuellement en stage chez nous. Ce qu'on pense également, c'est que un stage dans une entreprise de notre taille, on va dire, ce sera peut-être plus instructif et bien plus complet qu'un stage dans une grosse entreprise. Après, c'est des choses à faire également, mais par exemple, Théo, qui est présent avec nous, il va vraiment toucher à toutes les strates de ce qu'on fait et on va pas lui faire ce qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Ouais, je vois bien l'idée. Et puis du coup, vous parliez jeunesse, les débuts, le lancement, vous avez un petit peu galéré. Qu'est-ce qui a été compliqué justement pour lancer votre business au début ? Quand on se lance, en fait, on ne sait pas tout, on peut pas vraiment avoir une idée de où on va. Donc on a eu, comme toute société, on a rencontré quelques difficultés, mais on a toujours gardé notre objectif en tête et à chaque problème, il y a une solution. C'est ça également. Puis si je peux ajouter, pour moi et Adam c'est pareil, faut toujours avoir une vision long terme dans tout ce qu'on fait. En fait, c'est pas parce que sur le moment ça marche pas. Je veux dire, c'est les belles choses prennent du temps et faut toujours aller de l'avant. Même on va rencontrer des difficultés, échec sur échec sur échec, mais au bout d'un moment ça va marcher parce que c'est forcément quand on persévère qu'on va plus loin, quoi. Et est-ce que le fait d'avoir été deux, ça vous a enlevé le stress du chef d'entreprise que plusieurs chefs d'entreprise connaissent quand ils se lancent ? On se l'est toujours dit, tout seul, moi je l'aurais jamais fait. Nicolas, je pense que c'est pareil. Une fois par semaine où on se regarde et on se dit là tout seul. Heureusement qu'on est deux parce que il y a une motivation énorme. On partage la même passion, on s'entend comme si on était deux frères. Donc c'est vrai que c'est une énorme source de motivation et tout seul, on n'a pas le même peps, c'est pas pareil. Là, on sait pourquoi on le fait, on est deux, on avance et voilà. Et justement, on imagine forcément, c'est une approche différente entre tout seul et à deux. Et vous avez justement à deux, il me semble, une agence de marketing spécialisée dans la restauration. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus en bref ? Oui, il y a pas de souci. En fait, du coup, pour rebondir avec ce qu'on faisait avant par rapport à nos boutiques en ligne, c'était vraiment une passion aussi, tout ce qui est design, communication. Et on a voulu utiliser les compétences qu'on a pu acquérir pour pouvoir les proposer à nos professionnels sur la région. Donc on a monté une agence qui s'appelle Swipe Up, donc c'est une agence de communication digitale. Et pour faire simple, on fait principalement du community management et on est spécialisé chez les restaurateurs. Donc on gère les réseaux sociaux, Instagram et Facebook de nos restaurateurs sur la région. Voilà. Ok, et merci beaucoup les gars. Juste avant de vous libérer, on peut vous retrouver où ? Est-ce que vous avez un compte Instagram ou un site internet, quelque chose ? On a tout sur notre Instagram. L'Instagram c'est swipeup.fr et le site c'est pareil swipeup.fr et vous avez tout ce qu'il faut sur notre compte. Et s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent ou des personnes intéressées, c'est avec grand plaisir on les accueille. Et vous avez raison de vous faire votre pub les gars. Merci beaucoup d'être passés en tout cas ce matin. Merci beaucoup. Et puis on vous souhaite bonne chance et bon courage pour la suite. Merci. Plein de bonnes choses. Merci. Et puis on va enchaîner tout de suite avec un petit micro-trottoir sur la politique parce que comme vous le saviez, ce dimanche c'était le premier tour des élections présidentielles et on a décidé avec Pablo d'aller à la rencontre des jeunes et puis de leur donner la parole tout simplement sur la première fois parce que pour la plupart d'entre eux c'était la première fois qu'ils allaient voter pour une telle élection. Donc on va lancer ça tout de suite et puis c'est important pour nous aussi de faire parler les jeunes et d'avoir des réactions. Donc c'est parti. Alors ça arrive, il faut que... La connexion, ça marche pas tout le temps. Mais ouais, du coup, c'était l'idée de faire parler les jeunes politiques, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut quand même toucher. Aujourd'hui, on a ce droit de vote qu'on n'avait peut-être pas. Quand on était encore mineur, il y a les dernières élections, donc je trouve, de mon point de vue, important de faire partager ça aux jeunes. Donc on va voir tout de suite ce qu'ils nous disent là-dessus. Et normalement, c'est tout bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau micro-trottoir et on va partir à la rencontre des élèves de l'INSEC. Mais de quoi on va leur parler aujourd'hui, Pablo ? Aujourd'hui, on va leur parler de politique parce qu'on est en pleine période d'élection et donc aujourd'hui, on va voir les jeunes justement leurs intentions de vote, ce qu'ils pensent de la politique et voilà. Donc ils nous diront tout ça dans ce micro-trottoir. Salut les gars, du coup, je fais un micro-trottoir pour la politique parce qu'on est en pleine période d'élection justement. Donc première question, est-ce que c'est la première fois que vous allez voter ? Non, on a voté là il y a quelques mois déjà, mais pour les présidentielles, ouais, c'est la première fois. Pareil, j'avais voté pour les régionales. Puis je pense que c'est important d'aller voter. Déjà, est-ce que vous allez voter dimanche ? Oui, bien sûr. C'est important quand même. Oui, bien sûr, c'est important, c'est notre devoir. Exactement. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, complètement.
Oui, c'est important. Ouais. Ah bah oui. Hein. Bah ouais, bien sûr, il faut aller voter, c'est important. Et puis d'autant plus pour les présidentielles. Et on verra si je me perds pas dans le bureau de vote. Hein. Ouais, comme il a dit, c'est important. Maintenant qu'on a l'âge, je pense que c'est une responsabilité de chacun. Ouais, moi du coup je pourrais pas aller voter parce que je suis en compétition de sport, mais du coup j'ai fait procuration à ma mère et c'est important de voter parce que après on a d'autres mots à dire, donc faut profiter quoi. Bien sûr. Moi je pense que c'est important d'aller voter, surtout à notre âge, ça va être nos premières élections pour beaucoup, donc c'est important d'aller voter. Ouais, pareil, c'est notre première élection et le droit de vote c'est important. Je pense, personnellement, oui. Moi, je vais pas voter puisque je me suis pas du tout renseignée sur les campagnes, donc non. C'est honnête. Je pense aller voter, ouais. Ouais, moi je pense aussi. Je suis pas là et j'ai personne qui peut voter pour moi, donc non. Qu'est-ce que ça vous fait de voter pour la première fois pour les présidentielles ? Écoute, là je suis pas trop préparé honnêtement, mais je pense que ça devrait le faire. Moi ça me permet d'avoir un peu des responsabilités, mon mot à dire au niveau français, donc je suis heureux en vrai, ça me fait plaisir. C'est important comme on a dit, puis moi je me suis pas mal documenté sur les réseaux sociaux, donc je suis prêt. Pas trop stressé, on se renseigne bien sur les partis de tout le monde et tout, puis ça va bien se passer de toute façon. Moi je suis assez content de pouvoir m'investir dans mon pays, quoi. Je pense que c'est assez important. C'est normal, je trouve, c'est important de voter et de prendre parti pour son pays. Ouais, c'est un devoir qu'on a et du coup moi je vais y aller. C'est quelque chose qui est super important, c'est vrai que c'est quand même notre pays, donc notre politique, donc moi je compte aller voter du coup. Ouais, quand même c'est hyper important, je trouve, aussi pour les jeunes, pour dire ce qu'on pense. Ouais, en plus là c'est les présidentielles, donc c'est d'autant plus important. Et toi Julien, du coup, est-ce que tu comptes aller voter ? Et comme Pablo l'a très très bien dit dans le micro-trottoir, moi je suis allé voter, puis ça m'a fait plaisir, ça permet de se responsabiliser tout simplement et de pouvoir s'exprimer au niveau national cette fois-ci. Et toi Pablo, qu'est-ce que t'as fait ? T'y aller, j'espère ? Bien évidemment, quand même, c'est quelque chose, justement, on a ce droit-là et ce devoir, donc je trouve ça très important de voter, comme j'irai au second tour également, avec plaisir. Et puis du coup on les a remerciés, mais ils n'ont pas voulu partir, ils sont toujours là, donc ils ont réussi à se libérer aujourd'hui. On va rebondir là-dessus, les gars. Est-ce que vous aussi vous êtes allés voter ? Est-ce que c'était la première pour vous également pour les présidentielles ? Ouais, bien sûr, moi je suis allé voter, ouais. Comme disait Pablo, du coup c'est vraiment quelque chose de super important pour moi, parce que pour moi on n'a pas le droit de se plaindre de la situation d'un pays si on va pas donner son avis, donc tout le monde devrait y aller, hein, c'est un devoir, et puis ensuite on fait avec. c'est un petit peu ça. Évidemment. Adam, une petite réaction toi aussi ou... Comme Nicolas. Il ne voudra pas en dire plus. Et Pablo, je crois que la journée elle continue sur Radio Grand Lac. On a un programme très très chargé également aussi. Ouais, c'est ça. C'est aujourd'hui. Ouais, exactement. Alors à 14h15, on va retrouver justement la chronique un peu jardinage. Le beau temps est de retour, les beaux jours aussi. Et en plus, il me semble que t'aimes bien jardiner, Julien, je crois. Ah, moi j'aime bien. Ouais. Dès qu'il fait beau, j'aime bien me mettre en Marcel et sortir un petit peu, planter 2-3 fleurs, c'est sympa. Et du coup, on retrouvera donc la chronique jardinage. Donc comme je vous ai dit, à 14h15, votre chronique les mains vertes. Et ensuite, en fin de journée, justement, là, ça sera sport avec Damien. Et à 18h30, la chronique justement Sportez-vous bien avec les 120 ans du club d'Aix-les-Bains, le club de rugby, qui sera présent justement pour un anniversaire quand même assez historique. Ouais, je pense que ça va être la fête, et je pense que Mathéo, là, il est en plateau, il est tout sourire parce que c'est un événement du rugby. Je pense que Mathéo, il va bien aller faire la bringue là-bas, je pense. Ça m'étonnerait pas, en effet. En tout cas, on en profite pour vous remercier. Merci de nous avoir écoutés, tous les auditeurs. On remercie aussi tous ceux qui sont présents, Radio Grand Lac, l'INSEC, tous nos invités qui sont venus aujourd'hui nous faire l'honneur d'être ici avec nous. Et on vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine émission. Merci à tous, à très bientôt. À très vite. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM.